Bonjour à tous. Des bouteilles de vin qui se vendent le prix d'un appartement ou d'une maison, des vignerons qui luttent ou qui profitent parfois de l'envolée des prix de leurs bouteilles, des faussaires qui se frottent les mains après chaque vente aux enchères. La spéculation est-elle en train de faire tourner la tête des propriétaires? Sont-ils victimes ou acteurs de cette spéculation? N'y a-t-il pas un peu d'hypocrisie de la part de tout le monde derrière tout ça? C'est le thème de la Minute Meuf aujourd'hui. C'est parti. Alors quand on parle de spéculation, d'abord il faut qu'on vienne se poser la question, pourquoi y a-t-il de la spéculation et pourquoi y en a-t-il autant de spéculation aujourd'hui? Eh bien tout d'abord, c'est international, c'est un marché qui s'est ouvert et c'est bien sûr une demande mondiale aujourd'hui avec des pouvoirs d'achat considérables dans certains marchés qui font que évidemment les bouteilles les plus chères, les plus rares, les plus demandées s'envolent à des prix remarquablement élevés sur des marchés où les gens n'ont pas connu avant les rapports prix-plaisir que les amateurs en France ou que les amateurs du monde entier ont connus à une époque. Donc évidemment, quand on arrive face à des millionnaires prêts à dépenser n'importe quoi pour des bouteilles, ça crée une envolée spectaculaire des prix et ça bien sûr, on ne peut que s'en plaindre quand on est amateur de vin. Il y a bien sûr aussi cette différence importante aujourd'hui de pouvoir d'achat entre les différents marchés puisque finalement, quand on est amateur de vin aux États-Unis et qu'on a l'habitude aussi de payer des bouteilles de vin entre 100 et 500 $ évidemment, eh bien on a un pouvoir d'achat qui est en conséquence et quand on a affaire quand on doit lutter évidemment en tant que passionné pour acheter des bouteilles comme ça en France, eh bien oui, on se plaint de la spéculation organisée puisque toutes les bouteilles en majorité sont vendues et ça on le voit très bien chez les propriétaires, sont vendues sur des marchés internationaux qui sont des très bons acheteurs, des très bons payeurs et qui ne chipotent jamais sur le prix alors qu'évidemment c'est bien connu en France, on a tendance un petit peu à se plaindre. L'autre point également que je voulais souligner dans cette Minute Mauve, c'est la fiscalité qui est un petit peu floue autour du vin. C'est un produit de placement pour certains qui est un peu comme le marché de l'art. On sait que il y a certaines, je dirais, légèretés dans les textes qui font que bon, on peut ici ou là des fois vendre sa cave ou vendre des bouteilles qu'on a achetées sans vraiment avoir à payer la taxe sur la plus-value des bouteilles. Et ça, bien sûr, ça a créé chez certains banquiers, chez certains investisseurs, certaines pulsions. Ces gens sont maintenant devenus des vrais spécialistes de la vente aux enchères et de la spéculation autour du vin. Alors bien sûr, on peut se poser la question, mais qui sont ces acteurs? Qui sont ces gens qui vont faire que les vins sont aujourd'hui des produits de spéculation pure? Eh bien sûr, il y a une partie, et je pense que c'est important, les importateurs qui sont quand même là pour importer au maximum les bouteilles les plus rares et les mettre sur des marchés avec bien sûr des marges. Et donc là, chacun prend sa marge derrière et ça fait grimper les prix. On voit dans certains pays, par exemple comme aux États-Unis, des bouteilles de simples appellations comme Sancerre par exemple, chez des domaines qui partent à plusieurs centaines d'euros. C'est pareil pour les vins du Jura, donc il y a bien sûr un effet de mode derrière. On peut bien sûr se gratter la tête quand on pense évidemment à l'envolée de ces prix et de ces bouteilles sur des marchés comme celui-ci. Il y a bien sûr les marchands spécialisés ou alors des organismes de placement, je pense bien sûr à Ficofi, à toutes ces entreprises qui finalement ont fédéré derrière eux beaucoup de millionnaires, beaucoup de gens hyper fortunés qui évidemment placent une partie de leur argent dans le vin, que ce soit dans les vignes ou que ce soit sur des SICAV ou des choses comme ça. Donc il y a bien sûr des marchands et on voit bien sûr des banques ou qui recrutent des sommeliers. Il y a des sociétés de placement, on en voit de plus en plus qui vantent évidemment la possibilité d'avoir des rendements entre 8 et 25%. On voit régulièrement ces publicités, c'est vraiment dommage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a la difficulté à contrôler tout ça puisque c'est un marché, un mouvement en tout cas international. Il y a bien sûr aussi des particuliers aussi qui globalement entrent sur le côté quand ils ont des allocations chez des grands domaines, profitent évidemment des fois de l'envolée des prix de leurs bouteilles pour en profiter, mais je dirais que ce n'est pas eux qui vont créer la majorité de cette spéculation. Mais il y a aussi, et il faut le savoir aussi, des vignerons. Les vignerons et certains domaines qui sont un peu acteurs in fine de la spéculation autour de leur vin, ça c'est connu, ça a été le cas par exemple sur des grands châteaux bordelais qui ont vendu des verticales ou des choses comme ça sortant directement de la cave du domaine dans des ventes aux enchères dans des pays étrangers. Donc là, évidemment, on fait monter un peu la cote des vins. Il y a aussi des vignerons dans les grandes régions comme la Bourgogne qui sont aussi les acteurs, malgré eux, entre guillemets, de ça, puisqu'ils vendent des fois certains flacons assez rares lors de ventes aux enchères. Tout le monde pense peut-être à la vente aux enchères des vins d'Henri Jayer qui va avoir lieu très prochainement. Donc, c'est vraiment aussi quelque chose qui vient un petit peu de la source et des domaines. Alors, ça ne veut pas dire que tous les domaines le font. Il y a bien sûr des domaines qui sont un peu victimes et qui en rigolent parfois, mais on comprend un peu des fois aussi qu'ils veulent eux aussi avoir une part du gâteau.
Alors évidemment, qu'est-ce que ça crée? Eh bien, ça crée bien sûr une montée des prix qui est complètement décorrélée du plaisir. Des placements se font bien sûr sur des vins qui deviennent des marques. Et on peut bien sûr derrière se poser la question, se gratter la tête sur le prix d'un Château Rayas à 800 €, d'un Lafite Rothschild à 1000 € ou d'un Clos Rougeard qui est bien sûr un immense domaine et des superbes bouteilles. Mais est-ce que vraiment ça vaut 500 €? Est-ce que ça vaut 400 €? Surtout quand on est un amateur de vin et qu'on connaît un petit peu les coûts de production, quand on connaît un petit peu aussi les prix auxquels ces vins ont été vendus à un certain temps. Alors évidemment, c'est difficile de répondre, savoir si tel ou tel vin vaut vraiment ça. Là, vraiment, je laisserai bien sûr chacun en fonction de sa sensibilité, en fonction de ses plaisirs, mettre un petit peu le curseur du plaisir où il veut. Mais en tout cas, ça crée quelque chose d'autre qui est beaucoup plus grave. Ça crée une explosion des prix du cours du raisin ou que ça crée une explosion du prix du foncier. Et ça, c'est beaucoup plus grave parce que, évidemment, cette spéculation engendrée autour du vin, elle crée évidemment une montée en gamme du foncier qui devient de plus en plus inaccessible. Alors forcément, les vignerons là sont un peu victimes des fois de ce qui a été créé parce que à part ceux qui, bien sûr, ont acheté un domaine pour en faire un pur placement financier et peut-être le revendre après, je pense bien entendu à toutes les banques, je pense à toutes les assurances et autres qui ont investi dans le vignoble. Eux, s'ils vendent, c'est très bien. Mais par contre, le domaine, quand il est propriétaire de ses vignes et qu'il doit transmettre par exemple à son fils, et bien évidemment, le foncier fait que le domaine peut presque endetter son fils à vie tellement la hausse de ce foncier est incontrôlable. Et ça crée évidemment aussi quelque chose de vraiment très grave sur le marché du vin, c'est les faussaires, l'explosion des fausses bouteilles, notamment dans les marchés asiatiques. Tout le monde a bien sûr en tête ce faussaire qui en 2013 a été condamné à 10 ans de prison pour avoir vendu des dizaines de millions d'euros de faux vins. On sait maintenant que les bouteilles rares sont copiées, chaque bouteille de vin est achetée même si elle est vide aux enchères, les bouchons sont vendus, les étiquettes se vendent sur internet, ça devient complètement fou et forcément derrière ça crée un marché de faux qui est incontrôlable quasiment pour les viticulteurs, incontrôlable pour les domaines. Donc des fois certains sont victimes entre guillemets de la spéculation qui des fois avait été encouragée par eux. Alors bien sûr, que faut-il retenir de cette vidéo autour de la spéculation autour du vin? Eh bien c'est d'abord que c'est bien dommage. Évidemment, l'amateur de vin me rejoindra certainement pour dire que le vin doit rester quand même un produit de partage, de plaisir, quelque chose de très personnel. Après, je pense quand même avec pas mal d'optimisme qu'on va toucher d'ici bientôt un certain plafond de verre, que l'envolée des prix va quand même se calmer puisqu'il n'y a pas que des grands millésimes, il n'y a pas que des acheteurs prêts à payer n'importe quoi à chaque fois. Et il y a aussi surtout des nouveaux marchés, le Brésil, la Chine, etc., qui ont quand même compris que le plaisir n'était pas forcément au rendez-vous quand on vendait des bouteilles très ou parfois beaucoup trop cher. Donc évidemment tout ça va se réguler. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de vins qui ne se boivent plus et donc au bout d'un moment la quantité de vin en stock et de disponibilité va quand même augmenter et les gens qui avaient simplement placé leur argent dans ce foncier vont finalement peut-être les retirer, ce qui va faire des fois un petit peu redescendre un petit peu cette bulle spéculative. Évidemment là peut-être que les domaines vont retrouver un petit peu plus de sérénité, peut-être que le marché du faux va se calmer un petit peu, peut-être que finalement l'amateur, peut-être que vous êtes, pourra retrouver d'ici quelques années des rapports prix-plaisir très intéressants et surtout des bouteilles qui les font vibrer. Voilà, c'était la fin pour cette Minute Mauve. J'espère en tout cas que cette vidéo sur la spéculation vous a plu. En tout cas, notez qu'une chose, c'est que le vin est fait pour être partagé. Et je vous remercie à toutes et tous de votre fidélité. Merci pour suivre ces vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Minute Mauve.